Ce que les assistances de production ont découvert à l'intérieur de la caravane privée de Ryan Martin sur le plateau de Street Outlaws a déclenché une panique silencieuse en coulisses et alimenté les rumeurs d'une crise si grave que les membres de l'équipe auraient reçu l'ordre de ne rien dire du tout. Ce qui était censé être un espace contrôlé et personnel pour l'une des figures les plus polies de la télévision de course a au contraire révélé des traces de quelque chose de bien plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé. Ce qui a été révélé menace maintenant de démanteler tout ce que les fans pensaient comprendre au sujet de l'homme derrière la Camaro de Fireball. Tout a commencé par un appel enregistré à 11h47, un jeudi matin de début décembre 2024, Une assistante de production chargée d'une tâche si routinière qu'elle est à peine considérée comme du travail a été envoyée à la caravane de Ryan Martin pour récupérer une pièce d'équipement. C'était le genre de course qui aurait dû prendre quelques minutes, une réflexion après coup, dans une longue journée de tournage. Mais dès qu'elle est entrée, il est devenu douloureusement clair que rien de ce qu'elle voyait n'était normal. De l'extérieur, la caravane était exactement comme elle l'avait toujours été garée à sa place habituelle sur le terrain de production d'Oklahoma City. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun dommage, rien qui puisse suggérer un problème. À l'intérieur, cependant, la scène était profondément troublante. Des papiers étaient éparpillés sur toutes les surfaces des documents, jonchaient le sol, comme s'ils avaient été déchirés dans un moment de désespoir. Des photographies avaient été arrachées de leur cadre. Les murs étaient couverts de notes manuscrites superposées, chaotiques et frénétiques, révélant un esprit en train de s'effilocher en temps réel. Ceux qui ont revu la scène plus tard ne l'ont pas décrite comme du désordre, mais comme la preuve d'un effondrement psychologique complet. L'assistant a immédiatement fait marche arrière ébranlée et a contacté le producteur délégué. Dans les minutes qui ont suivi, la caravane a été fermée et un membre important de l'équipe de production a été envoyé pour évaluer la situation. Ce qu'ils ont documenté au cours de ces premières heures ne sera jamais évoqué ouvertement. Au contraire, cela a fait l'objet d'accords de non-divulgation stricte, de conférences téléphoniques d'urgence avec les cadres de la chaîne et de conversations urgentes avec le cercle intime de Ryan. Pendant plus d'une décennie, le monde de la course automobile a vu Ryan Martin passer du statut de coureur de rue clandestin à celui de l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision de sport automobile. Il était connu pour son calme calculé, sa maîtrise technique et une constance qui le rendait incassable. La Fireball Camaro n'était pas seulement une voiture, c'était une extension de son identité, un symbole de contrôle de précision et de domination. Mais derrière cette apparence soigneusement entretenue, quelque chose se fracturait discrètement depuis des mois, voire plus longtemps. Le contenu de cette remorque suggérait que la fracture s'était finalement transformée en cassure. Dès le début de l'après-midi, des chuchotements ont commencé à circuler au sein de l'équipe. Les conversations sont devenues plus feutrées. Les caméramans qui avaient travaillé aux côtés de Ryan pendant des années ont échangé des regards inquiets, réinterprétant soudain des moments qu'ils avaient auparavant écartés. Les producteurs se sont retrouvés dans une position impossible, contraints de réfléchir à la manière de réagir à ce qui avait été découvert sans détruire la réputation d'un homme, violer sa vie privée ou briser l'image dans laquelle des millions de téléspectateurs s'étaient si complètement investis. Car ce qui était éparpillé dans cette caravane n'était pas simplement une preuve de stress ou de pression de la compétition. C'était une fenêtre brute sans filtre sur une crise psychologique qui s'était développée en silence caché derrière des sourires pratiqués, des interviews confiantes et des moments de célébration de la victoire. Cette fenêtre avait maintenant été ouverte, exposant les vulnérabilités que Ryan Martin avait désespérément combattues pour garder scellées derrière des portes closes. Les documents à eux seuls dressent un portrait dévastateur. Les dossiers financiers révèlent des pressions qui vont bien au-delà de ce que la communauté des coureurs automobiles avait soupçonné. Des avis de dette, de la correspondance juridique liée à des différends commerciaux et des relevés bancaires, montrant des comptes drainés à des niveaux dangereusement bas, racontent l'histoire d'un empire qui s'effondre tranquillement de l'intérieur. Le succès que les fans croyaient que Ryan avait atteint semblait être maintenu par des contrats de télévision et des obligations de parrainage qui dépendaient tous de sa capacité à maintenir l'illusion que tout était sous contrôle. Mais la pression financière n'était qu'un aspect d'une crise bien plus profonde. Parmi les documents éparpillés se trouvaient des journaux personnels, des entrées manuscrites, détaillant des mois de nuits blanches, des crises d'angoisse croissantes,
avant le tournage et un sentiment croissant d'aliénation par rapport à la vie qu'il avait construite. Dans ses propres mots, Ryan a décrit le poids étouffant des attentes du public et l'épuisement de maintenir un personnage qui ne ressemblait plus à ce qu'il se sentait être. « Je ne reconnais plus la personne dans le miroir », peut-on lire dans un message daté de la mi-octobre. Chaque course me donne l'impression de fuir quelque chose au lieu d'aller vers quelque chose. Les foules veulent la fireball, elles veulent les victoires, elles ne veulent pas la vérité. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait discrètement parmi les personnes les plus proches de la situation, les membres de l'équipe ont commencé à faire part d'observations qu'ils avaient auparavant ignorées. Ryan avait commencé à arriver plus tôt que nécessaire, passant de longues heures seul dans sa caravane avant le tournage. Ses mains tremblaient, parfois pendant les prises, ce qui n'était perceptible que par ceux qui se trouvaient à proximité. Ses rires hors caméra semblaient forcés, comme si la performance ne s'arrêtait jamais vraiment, même lorsque les caméras étaient éteintes. Jackie Brash, la petite amie de longue date de Ryan et sa compagne de course, avait senti que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas réalisé à quel point c'était devenu grave. Des échanges de SMS imprimés laissés dans la caravane montraient qu'elle le pressait à plusieurs reprises de parler de ralentir, de s'éloigner du cycle implacable de la course et du tournage. Ses réponses étaient défensives et dédaigneuses, insistant sur le fait qu'il pouvait gérer la pression tout seul. Un message de Ryan disait « J'ai construit tout ça. Si je m'arrête maintenant, tout s'écroule. Tout ce pourquoi nous avons travaillé disparaît. » Les documents médicaux dévoilés dans la bande-annonce révèlent que Ryan avait discrètement consulté plusieurs médecins au cours des 6 mois précédents, des rendez-vous qu'il avait gardés secrets pour presque tout le monde. Les diagnostics comprenaient des troubles anxieux graves, une dépression clinique et ce qu'un médecin a décrit comme un épuisement aigu à la limite de l'effondrement psychologique total. Des ordonnances pour la gestion de la panique et la régulation de l'humeur ont été trouvées à côté de recommandations écrites exhortant à un arrêt de travail immédiat, des conseils que Ryan avait apparemment ignorés. Les enregistrements sont peut-être les plus troublants. Ryan utilisait son téléphone pour enregistrer des mémos vocaux privés, un journal audio documentant son déclin mental. Dans des enregistrements décrits plus tard par ceux qui les ont entendus comme profondément déchirants, sa voix passait du contrôle à la crudité et au désespoir. Il parlait de nuits où il envisageait d'abandonner complètement la course, de moments où la pression lui semblait si écrasante qu'elle menaçait de l'écraser. « Personne ne m'a préparé à ce rôle », a-t-il déclaré dans un enregistrement. « Personne ne vous dit que le succès ressemble à la noyade, que chaque victoire ne fait qu'augmenter les enjeux de la prochaine course, que vous arrêtez de vivre votre vie et que vous commencez à l'interpréter. » La découverte à l'intérieur de la remorque n'avait pas été faite au hasard. 3 jours plus tôt, Ryan Martin avait quitté le plateau au milieu d'une course programmée. Les caméras tournant la foule attendaient, et sans explication, il s'est arrêté et descendu de la Camaro Fireball et a disparu. Au début, les producteurs ont pensé à un problème mécanique ou à une maladie soudaine. Mais comme les heures se sont transformées en jours sans réponse aux appels ou aux messages, l'inquiétude s'est transformée en peur. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Sa maison semblait vide. Même Jackie n'arrivait pas à le joindre, ce qui l'a suffisamment effrayé pour contacter directement la société de production. La décision de vérifier sa caravane n'était pas motivée par la curiosité, mais par la peur que quelque chose de vraiment terrible se soit produit. Ce qu'ils ont trouvé à la place a révélé un homme poussé au-delà de ses limites, s'effilochant en silence et menant une bataille que personne d'autre ne pouvait voir jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Au lieu de cela, ils ont trouvé des preuves que quelque chose d'horrible se produisait depuis bien plus longtemps que personne ne le pensait. Un effondrement au ralenti que Ryan avait réussi à cacher par la seule force de sa volonté, jusqu'à ce que cette volonté finisse par céder. D'anciens membres de l'équipage, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont révélé que des signes avant-coureurs étaient visibles depuis des mois pour quiconque y prêtait attention. Le tempérament de Ryan était devenu plus court. Son perfectionnisme était passé de productif à destructeur. Il avait commencé à faire des erreurs inhabituelles pendant les courses, des erreurs qui semblaient moins liées à la compétence qu'à la concentration ou à l'absence totale de concentration. Il était là mais pas là, a expliqué un caméraman. Vous lui parliez et vous pouviez voir ses yeux se voiler comme s'il avait mentalement quitté la conversation et se trouvait dans un endroit complètement différent, un endroit sombre. La pression exercée par les hors-la-loi a considérablement évolué depuis les premières saisons de l'émission.
Ce qui a commencé comme une culture de course clandestine s'est transformé en une franchise de plusieurs millions de dollars avec des attentes de la part des réseaux, des engagements publicitaires et une base de fans qui exige un contenu constant. Les coureurs qui avaient autrefois concouru pour la fierté et la monnaie de poche portaient maintenant le poids des calendriers de production, de la présence sur les médias sociaux et de la gestion de la marque personnelle. Ryan en particulier est devenu la pièce maîtresse du succès de l'émission. Ses connaissances techniques en ont fait un candidat naturel pour les reportages et sa rivalité avec d'autres coureurs de haut niveau a suscité l'intérêt des téléspectateurs. Sa relation avec Jackie a ajouté une sous-intrigue romantique que les producteurs ont exploitée sans pitié. Chaque aspect de sa vie était devenu un contenu emballé et vendu à des publics qui croyaient regarder une culture de rue authentique. Mais l'authenticité et la télé-réalité sont en perpétuelle tension. La course était réelle, la compétition authentique, mais le récit qui l'entourait était soigneusement construit. Les coureurs étaient censés jouer des versions d'eux-mêmes amplifiées pour l'effet dramatique. Les conflits étaient encouragés, voire fabriqués. Les luttes personnelles sont devenues des intrigues à exploiter pour créer un impact émotionnel. Ryan a d'abord joué le jeu, comprenant que l'exposition à la télévision apportait des opportunités que les courses clandestines n'auraient jamais pu offrir, des sponsors, des contrats de marchandises, une plateforme qui l'a fait passer du statut de concurrent régional à celui de figure nationale. Mais le prix de cette élévation a été l'érosion progressive des frontières entre son moi public et son moi privé. Il m'a dit un jour qu'il avait l'impression de vivre dans une émission de télé-réalité, même en l'absence de caméra. Un ami proche m'a confié qu'il avait commencé à filtrer tout ce qu'il faisait en se posant la question de savoir comment cela passerait devant un public. Il avait perdu de vue qui il était réellement et qui la production voulait qu'il soit. Le jour où Ryan s'est retiré de la course, il a atteint un seuil. Des sources proches de la situation ont rapporté qu'il s'était disputé avec les producteurs au sujet de la direction créative des intrigues mises en avant de l'attente, qu'il participe à un drame fabriqué qui semblait de plus en plus malhonnête. La confrontation s'était envenimée et Ryan avait tout simplement choisi de ne pas participer. Le secret est éventé. Alors que les cadres de la production et les proches collaborateurs commençaient à reconstituer l'état d'esprit de Ryan, un tableau plus complexe est apparu. La crise n'était pas seulement liée aux pressions de la célébrité ou aux exigences de la production télévisuelle. Il y avait des blessures plus profondes, des cicatrices plus anciennes que le stress des dernières années avait rouvertes et enflammées. Les membres de la famille, qui ont parlé en toute confidentialité, ont révélé que Ryan luttait contre l'anxiété depuis l'adolescence bien avant que la course automobile ne devienne son identité. Il avait appris très tôt à faire face, en contrôlant, en maîtrisant la mécanique des voitures, en perfectionnant sa technique de conduite, en créant de l'ordre dans un environnement où le chaos pouvait être fatal. La course avait été thérapeutique, un espace où son hypervigilance et son attention aux détails étaient des atouts plutôt que des symptômes. Son père, un mécanicien qui avait initié Ryan au travail automobile avant qu'il n'ait atteint 2 chiffres, se souvenait d'un garçon qui trouvait la paix sous le capot d'une voiture, d'une manière qu'il ne voyait jamais dans les salles de classe ou les situations sociales. Alors que d'autres enfants s'adonnaient au sport ou aux jeux vidéo, le jeune Ryan démontait et reconstruisait des moteurs, trouvant du réconfort dans la prévisibilité des systèmes mécaniques. Si l'on diagnostiquait correctement le problème et que l'on appliquait la bonne solution, le moteur fonctionnait. Il y avait dans cette relation de cause à effet une clarté que le reste de la vie n'offrait jamais. Il passait des week-ends entiers dans le garage que son père partageait lors d'une conversation privée avec des amis proches de la famille. Peu importe la chaleur de l'été ou le froid de l'hiver, c'est dans ce garage qu'il se sentait en sécurité, que le monde avait un sens pour lui. Je pensais que ce n'était qu'un passe-temps. Je n'ai réalisé que bien plus tard qu'il l'utilisait pour gérer quelque chose de plus profond. Ses premières années d'anxiété s'étaient manifestées d'une manière que sa famille n'a reconnue que rétrospectivement. Le perfectionnisme ressemblait à du dévouement, les nuits blanches avant les présentations scolaires qu'ils avaient attribuées à des nerfs normaux, la façon dont il se retirait pendant des jours après tout échec perçu, se réfugiant dans le garage pour se perdre dans des projets qui offraient des résultats tangibles et un succès mesurable. La course automobile était entrée dans sa vie à la fin de son adolescence, comme une extension naturelle de son expertise mécanique, mais elle offrait quelque chose de plus que la satisfaction technique du travail sur le moteur. Elle procurait une poussée d'adrénaline qui faisait temporairement taire les pensées anxieuses, une concentration si complète que rien d'autre ne pouvait s'y immiscer.
Lorsque Ryan était derrière le volant à grande vitesse, il n'y avait pas de place pour l'inquiétude, pas de place pour le doute. Il n'y avait que la route, la voiture et le prochain quart de mile. Mais lorsque la course est passée de la passion à la profession, cette qualité thérapeutique s'est inversée. Ce qui le soulageait auparavant est devenu une source d'anxiété. Chaque course devient un référendum sur sa valeur. Chaque défaillance mécanique est ressentie comme une insuffisance personnelle. La pression de gagner régulièrement pour les caméras et le public a transformé son sanctuaire en une source de stress. Le changement a été suffisamment progressif pour que Ryan lui-même ne s'en rende pas compte. Une saison s'est enchaînée à la suivante, chacune apportant des enjeux légèrement plus élevés, une pression marginalement accrue. Ce qui avait commencé comme une course clandestine pour se vanter a évolué vers des compétitions organisées avec des prix en argent, une reconnaissance régionale et finalement une exposition à la télévision nationale. Chaque étape de l'échelle avait semblé gérable isolément, mais le poids cumulé était devenu étouffant. Les anciens partenaires de course des premières années de Ryan, ceux qu'il avait connus avant que les hors-la-loi de la rue ne le transforment en un nom connu de tous, ont remarqué le changement. L'assurance qu'il affichait autrefois a été remplacée par quelque chose de plus fragile, de plus forcé. La passion qui illuminait son visage lorsqu'il parlait de modification ou de stratégie de course s'est estompée, remplacée par la récitation mécanique de points de discussion qu'il a livrés dans des dizaines d'interviews. Le Ryan que nous connaissions faisait de la course parce qu'il aimait, ça a admis un ami de longue date. Qu'il gagne ou qu'il perde, il était heureux d'être sur le terrain, mais quelque part perdre est devenu inacceptable. Pas pour lui à l'origine, mais pour tout le monde autour de lui, et il a fini par l'intérioriser. Les courses ont cessé d'être une question d'amour, et sont devenues une question de ne pas décevoir les gens. Les complications professionnelles ont aggravé ses problèmes de santé mentale. L'activité de course de Ryan s'est considérablement développée ces dernières années, nécessitant la gestion des membres de l'équipe, de l'équipement, de la logistique et des finances. Ce en quoi il excellait, la conduite et le travail mécanique, ne représentaient qu'une fraction de ce qu'exigeait la gestion d'une écurie de course professionnelle. La charge administrative était devenue écrasante, d'autant plus que les pressions financières s'accentuaient. L'expansion de son activité était nécessaire pour maintenir un avantage concurrentiel. Un meilleur équipement nécessitait des installations plus grandes. Des installations plus grandes nécessitaient plus de personnel. Et plus de personnel signifiait des problèmes de salaire, d'assurance et de responsabilité. Ce qui était autrefois Ryan et un petit groupe d'amis de confiance travaillant dans un modeste atelier s'était transformé en une entreprise employant plus d'une douzaine de personnes qui dépendaient toutes de lui pour leur subsistance. Les documents financiers découverts au cours de l'enquête sur sa caravane ont révélé le poids écrasant de cette responsabilité. Les coûts opérationnels mensuels ont atteint un montant à 6 chiffres. Le financement de l'équipement est assorti de taux d'intérêt qui semblaient raisonnables au moment de la négociation, mais qui devenaient oppressants lorsque les recettes de parrainage ne correspondaient pas aux prévisions. Ryan avait personnellement garanti des prêts, mettant en péril ses propres actifs pour financer la croissance de l'entreprise. La pression d'être responsable non seulement de son propre succès, mais aussi de la sécurité financière des employés et de leurs familles avait créé un niveau de stress que Ryan n'avait jamais anticipé. Chaque décision avait un poids qui dépassait sa situation personnelle. Le choix des courses auxquelles participaient des sponsors à rechercher et de l'équipement à améliorer avait des conséquences pour les personnes qui comptaient sur lui pour assurer la viabilité de l'opération. Les contrats de sponsoring, qui semblaient autrefois lucratifs, s'étaient révélés compliqués et restrictifs. Les contrats exigeaient des mesures de performance spécifiques, un engagement minimum sur les médias sociaux et des apparitions qui consommaient du temps et de l'énergie. Lorsque les résultats ont faibli, la confiance du sponsor a suivi, créant un cercle vicieux dans lequel la pression de la performance a miné l'espace mental nécessaire pour une performance de pointe. Un contrat particulièrement onéreux, signé pendant une période de désespoir financier, a enfermé Ryan dans des obligations qui frisent la servitude. Le sponsor a exigé l'approbation de tous les autres partenariats de marque, a exigé un minimum de posts hebdomadaires sur les médias sociaux mettant en valeur leurs produits et a inclus des clauses de performance qui réduisaient le paiement si Ryan ne parvenait pas à se classer parmi les 3 premiers dans un certain pourcentage de courses. Le contrat avait semblé être une planche de salut lorsque le flux de trésorerie était critique. En pratique, il était devenu une corde raide. Des problèmes juridiques étaient apparus au cours de l'année écoulée, bien que Ryan les ait gardés secrets.
Un ancien partenaire commercial avait intenté une action en justice pour contestation de propriété d'équipement et de propriété intellectuelle. Le litige avait traîné pendant des mois, générant des frais juridiques qui épuisaient les ressources et créaient un stress constant en arrière-plan. Les dépositions, les dates d'audience, la menace de divulgation publique des transactions commerciales ont conduit Ryan à préférer les garder confidentielles. L'action en justice elle-même était complexe et prenait racine dans une dissolution de partenariat qui avait tourné à l'acrimonie. L'ancien partenaire revendiquait un droit de propriété sur les innovations techniques que Ryan avait développées, arguant que le travail effectué pendant leur partenariat appartenait aux deux parties. Ryan soutenait que les innovations étaient les siennes, qu'elles avaient été développées avant le partenariat formel et qu'elles avaient simplement été affinées au cours de leur collaboration. La vérité, comme l'ont reconnu les avocats, se trouvait quelque part au milieu, et sa résolution nécessiterait soit un règlement, soit une longue bataille judiciaire. Le bilan émotionnel du litige allait au-delà de la perte financière. Ryan s'est senti trahi par quelqu'un qu'il considérait comme un ami, à qui il confiait des détails intimes de son entreprise et de sa vie personnelle. Cette trahison l'a rendu plus prudent, plus méfiant, moins enclin à se fier aux autres. Elle a renforcé son instinct de tout gérer lui-même, de ne faire confiance à personne, un instinct qui a contribué à son isolement face aux pressions croissantes. La tension relationnelle a également fait des ravages. Jackie a continué à les soutenir, mais la pression d'une vie sous surveillance constante les a affectés tous les deux. Leur relation est devenue un contenu pour l'émission. Leurs moments privés se sont transformés en interviews de tête parlantes et en arcs narratifs. Des désaccords qui auraient pu être résolus en privé sont devenus des sujets d'actualité. Des moments de vulnérabilité ont été diffusés. Nous ne pouvions pas nous contenter d'être un couple à expliquer un de leurs proches. Tout était matériel. Chaque argument devait être considéré en termes d'impact sur leur marque. Ils ne pouvaient même pas se battre honnêtement parce qu'il y avait toujours la conscience que cela pouvait finir à la télévision. La marchandisation de leur relation avait créé une étrange distance même dans les moments de proximité physique. Ils se surprenaient à jouer devant des caméras imaginaires, modifiant leurs mots et leurs réactions, en fonction de la façon dont ils pourraient être perçus, plutôt que de ce qu'ils ressentaient vraiment. La spontanéité était morte, remplacée par le calcul. L'intimité était devenue une autre chose à gérer, une autre performance à fournir. Jackie avait essayé à plusieurs reprises de remédier à cette déconnexion croissante, de créer un espace où ils pourraient simplement exister ensemble sans le poids des attentes du public. Les escapades du week-end, qui étaient censées être privées, se retrouvaient sur les médias sociaux parce que les sponsors s'attendaient à du contenu. Les dîners tranquilles étaient interrompus par des fans qui demandaient des photos. Même leur tentative de normalité était filtrée à travers la lentille de leur personnalité publique. Les journaux trouvés dans la caravane de Ryan contenaient des entrées sur le sentiment d'être pris au piège entre des exigences incompatibles. La chaîne voulait du drame et du conflit. Les sponsors voulaient une image professionnelle soignée. Les fans voulaient de l'accessibilité et de l'authenticité. La famille voulait de l'intimité et Ryan lui-même voulait simplement de l'espace pour respirer, pour courir sans le poids des attentes, pour exister sans performance constante. Une entrée de journal datant de 3 semaines seulement avant sa disparition a capturé l'impossible position avec une clarté dévastatrice. Je suis censé être assez réel pour être racontable, mais assez poli pour être commercialisable. Suffisamment vulnérable pour être sympathique, mais assez forte pour être ambitieuse. Suffisamment disponible pour satisfaire les fans, mais assez privé pour préserver le mystère. Je ne peux pas faire tout cela en même temps. Je ne peux même plus être l'une de ces choses de manière cohérente. Je ne sais pas qui je suis censé être et j'ai complètement perdu de vue qui je suis réellement. Les professionnels de la santé qui ont examiné les documents laissés dans la caravane ont noté des signes évidents d'épuisement professionnel. Un état psychologique qui va au-delà du simple stress ou de l'épuisement. Le burn-out implique un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une réduction du sentiment d'accomplissement personnel. Chaque symptôme que Ryan a documenté dans ses journaux correspond à un burn-out sévère. L'incapacité à ressentir de la satisfaction même en cas de victoire. Le sentiment d'accomplir des tâches machinales. La déconnexion d'un travail qui procurait autrefois de la joie. La progression de son épuisement professionnel a suivi une trajectoire classique que les experts en santé mentale ont immédiatement reconnue. L'enthousiasme initial cède la place au stress chronique. Le stress évolue vers la frustration et le cynisme.
Le cynisme se transforme en engourdissement émotionnel et en détachement. Lorsque Ryan s'est retiré de cette course, il avait atteint le stade final, où même le désir de continuer s'était éteint. Ce qui a rendu la situation de Ryan particulièrement précaire, c'est le manque d'infrastructures de soutien. La culture des courses de rue, même sous sa forme télévisée professionnalisée, a conservé une éthique de dureté et d'autonomie. La vulnérabilité est une faiblesse. Admettre la lutte est un échec. La même culture, qui célébrait la précision et le contrôle de Ryan, ne disposait d'aucun cadre pour traiter les cas où ce contrôle commençait à déraper. Lorsque Ryan Martin a finalement refait surface 4 jours après sa disparition, c'était selon ses propres termes. Il avait passé ce temps en isolement dans une propriété éloignée appartenant à des membres de sa famille, délibérément inaccessible. Traiter la réalité de sa vie soigneusement construite est devenu insoutenable. L'homme qui est revenu est différent de celui qui s'est éloigné. Non pas récupéré, mais résolu. Sa première communication a été un message à la direction de la production demandant une réunion immédiate. Pas de manager, pas de publiciste, pas d'intermédiaire. Juste Ryan et les personnes qui contrôlaient la direction créative de Street Outlaw. Ils ont accepté, sentant peut-être que la situation avait atteint un point critique qui nécessitait une conversation directe. La réunion décrite par les personnes présentes comme étant à la fois tendue et déchirante a duré plus de 3 heures. Ryan s'est présenté avec de la documentation des dossiers médicaux, des états financiers, des contrats aux termes problématiques et une chronologie détaillée de la façon dont sa santé mentale s'était détériorée parallèlement aux exigences croissantes de l'émission. Il a parlé méthodiquement, présentant son cas comme il le ferait pour diagnostiquer un problème mécanique, identifier le problème, retracer ses origines, proposer des solutions. « J'ai donné à cette émission des années de ma vie », aurait déclaré Ryan. « J'ai fait de l'audience, j'ai fait du théâtre et j'ai donné du contenu, mais je ne peux pas continuer sur la trajectoire actuelle. Quelque chose doit changer ou j'arrête tout à fait. » L'ultimatum était clair, soit la production acceptait de restructurer son implication, de réduire le nombre de jours de tournage, d'avoir plus de contrôle sur sa narration, de réduire les attentes en matière de drame, fabriqué, soit il exerçait les clauses de sortie de son contrat et s'en allait définitivement. La menace n'était pas vaine. Ryan avait consulté des avocats et des comptables, élaborant des stratégies de survie en cas de disparition des revenus de la télévision. Les dirigeants se trouvaient dans une position impossible. Ryan Martin était au cœur du succès de Street Outlaw. Ses connaissances techniques, ses compétences en matière de course et les relations complexes qu'il entretient avec les autres membres de l'équipe le rendaient irremplaçable du point de vue de la narration. Le perdre nécessiterait une restructuration majeure de la narration et affecterait la fidélisation des téléspectateurs. Mais satisfaire ces exigences créerait des précédents que les autres membres de l'équipe pourraient chercher à exploiter. La conversation s'est envenimée lorsque les producteurs se sont opposés à la façon dont Ryan caractérisait les exigences de l'émission. Ils ont fait valoir que tous les membres de l'équipe étaient soumis à des pressions similaires, que la télé-réalité exigeait par nature une certaine représentation de soi, et que Ryan avait énormément profité de la plateforme. Ces problèmes financiers, ont-ils suggéré, provenaient de mauvaises décisions commerciales plutôt que de l'exploitation. Selon des témoins, la réponse de Ryan a été dévastatrice dans sa fureur maîtrisée. Il a détaillé des cas précis dans lesquels les producteurs avaient manipulé des situations pour créer un drame, ignoré ses demandes explicites de respect de la vie privée et rejeter les problèmes médicaux qu'il avait soulevés en les qualifiant d'inopportuns. Il a présenté des messages textuels et des courriels documentant les moments où il avait été poussé à poursuivre le tournage malgré l'expression de sa détresse. « Vous avez construit une émission sur l'authenticité », a dit M. Ryan, la voix ferme, malgré l'émotion évidente. Mais il n'y a plus rien d'authentique dans ce que nous faisons. Nous faisons de la course de rue, nous ne la vivons pas. Et cette performance fait souffrir certains d'entre nous. La confrontation a pris un tournant décisif lorsque Ryan a diffusé des extraits de ses mémos vocaux enregistrés. Entendre leur star décrire en temps réel la détérioration de son état mental, la douleur brute dans sa voix, lorsqu'il décrit le sentiment de se perdre lui-même, cela a changé quelque chose dans la pièce. La conversation était passée de la négociation à une véritable inquiétude. Jackie est arrivé au milieu de la réunion après avoir été contacté par la production lorsqu'il est devenu clair qu'il s'agissait de plus qu'une discussion d'affaires. Sa présence stabilise Ryan tout en rendant sa vulnérabilité plus visible. Elle a vécu la réalité de son combat, assistant impuissante à l'effondrement d'un être cher sous des pressions qu'il refusait de reconnaître pleinement.
Il a souffert seul, a dit Jackie à la salle, essayant de protéger les autres de la gravité de la situation. Mais nous l'avons tous déçu en ne voyant pas ce qui se passait. Et si les choses ne changent pas, nous allons le perdre non seulement en tant que membre de la distribution, mais aussi potentiellement d'une manière qu'aucun d'entre nous ne veut envisager. La réunion s'est terminée sans résolution finale, mais avec un accord sur les prochaines étapes. Ryan prendrait un congé médical immédiat pour un minimum de 8 semaines, avec la possibilité de le prolonger si nécessaire. Pendant cette période, la production travaillerait avec des professionnels de la santé mentale afin de développer des protocoles pour mieux soutenir les acteurs. Les termes du contrat seraient revus et si nécessaire renégociés pour offrir plus de flexibilité et de contrôle. La nouvelle de la crise de Ryan Martin s'est répandue dans la communauté des courses de rue comme une traînée de poudre, bien que les détails restent étroitement gardés. Les membres de la distribution de Street Outlaws et des franchises apparentées ont réagi par une vague de soutien, nombre d'entre eux partageant leur propre expérience des effets néfastes de la télé-réalité. Ce qui a commencé comme la dépression d'un homme a déclenché une conversation plus large sur les coûts cachés de la célébrité dans la culture de la course automobile. Les fans ont réagi avec un mélange d'inquiétude, de soutien et dans certains cas de trahison. Les médias sociaux ont explosé de spéculations sur ce qui s'est passé, les théories allant de raisonnablement exactes à sauvagement sensationnelles. Les partisans les plus dévoués de Ryan se sont ralliés à lui, partageant des messages d'encouragement et de respect pour son honnêteté au sujet de ses problèmes de santé mentale. D'autres ont exprimé leur colère face à ce qu'ils perçoivent comme une faiblesse ou un comportement de recherche d'attention. Jackie est devenue la principale porte-parole de Ryan pendant son absence, donnant quelques interviews dans lesquelles elle a plaidé en faveur de la sensibilisation à la santé mentale dans la culture de la course automobile. Sa volonté de parler de leur lutte a trouvé un écho auprès des fans et des autres coureurs, déplaçant la conversation du sensationnalisme vers une discussion de fond sur la santé psychologique. Ryan n'est pas faible pour avoir lutté, a déclaré Jackie dans une interview récente. Il est courageux d'avoir finalement admis qu'il avait besoin d'aide. Et si sa crise permet à d'autres personnes dans le monde de la course de se sentir moins seules, alors quelque chose de bon sort de quelque chose de terrible. Ryan reste en traitement, se concentrant sur sa guérison, loin des caméras et des foules. Ses amis proches rapportent qu'il s'engage dans une thérapie, une médication et le travail difficile de reconstruire sa relation avec la course. Il n'est pas certain qu'il revienne aux courses de rue, à la fois parce qu'il privilégie sa santé à sa carrière et parce que le spectacle qui a causé tant de dégâts n'est peut-être plus psychologiquement viable pour lui. La Fireball Camaro est inutilisée dans l'atelier de Ryan, une machine puissante qui attend un pilote qui a dû s'éloigner pour se rappeler pourquoi il a commencé à courir. Elle symbolise à la fois les incroyables réalisations de Ryan et le prix qu'il a payé pour cela, un rappel que la vitesse et la puissance ne signifient rien si vous vous perdez dans la poursuite. Ce que l'on a trouvé dans la caravane de Ryan Martin était terrifiant, non pas parce qu'il révélait une menace extérieure, mais parce qu'il exposait à quel point une personne peut souffrir tout en conservant l'apparence du succès. Les documents épars, les entrées de journal désespérées et les confessions enregistrées ont dressé le portrait d'une crise psychologique qui avait été cachée derrière chaque sourire, chaque victoire, chaque interview. Ils ont révélé la distance entre la personnalité publique et la douleur privée. L'effondrement de Ryan Martin peut finalement sauver des vies s'il force un changement significatif dans la façon dont la télé-réalité traite ses participants, mais le coût de ce changement a été l'effritement public d'un homme, l'exposition de ses moments les plus vulnérables et un avenir incertain pour une carrière qui semblait autrefois inarrêtable. L'histoire de Ryan Martin est toujours en cours et son voyage vers la guérison se poursuit loin des projecteurs. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette caravane est un rappel brutal que le succès et la souffrance coexistent souvent d'une manière que nous ne reconnaissons pas jusqu'à ce qu'une crise les rende impossibles à ignorer. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, n'hésitez pas à demander de l'aide. La force, ce n'est pas de souffrir en silence, c'est d'avoir le courage de demander de l'aide. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour sur le parcours de Ryan et les conversations en cours sur la santé mentale et la course automobile. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public.